attend dans les colonies de l'espace. Saisissez la chance de tout recommencer à zéro au paradis de l'aventure. I'm surprised you didn't come here sooner. It's not an easy thing to meet your maker. And what can he do for you? Can the maker repair what he makes? Would you like to be modified? Stay. I had in mind something a little more radical. What seems to be the problem? Death. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. I want more life, Father. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Describe in single words only the good things that come into your mind about your mother. My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et puis toujours avec nous aussi Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc. Salam alaikum, oui toujours et encore, je suis invité... Mais là t'as payé ta cotisation. Ah bah ça y est, là, le chèque est en cours de se faire retirer. Ah oui, parce que tu vas ouvrir ta propre émission, au moins tu vas arrêter de nous faire chier dans notre émission à nous deux et faire ta propre émission. Et j'aurai des clés. Voilà. Donc très bientôt on en reparlera, mais Jules Topoc aura sa propre émission, mais une émission musicale. Enfin si on peut dire. Voilà. Qui s'appellera donc Deux croix sur le solfège. Oui. Bienvenue à cette émission sur Canal B, mais tu auras l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Elle n'est pas encore à l'antenne, les gens ne peuvent pas encore l'entendre, donc on va attendre un peu avant de s'étendre, si j'allais dire s'épancher. Se répandre. S'étaler. Comme le fait Denis Villeneuve avec la suite de Blade Runner dont nous allons parler aujourd'hui, ce qui donnera aussi l'occasion évidemment de revenir sur le film de Ridley Scott qui date de 82, de 92, de 93, de 2007. Voilà, on va parler des films de Ridley Scott, enfin surtout toi et vous en fait. Puisque vous êtes beaucoup plus vieux et que vous avez découvert le film de Ridley Scott en 82 en salle. Voilà. Carrément, ouais, on peut dire ça. Ouais. Non, mais avant, donc on va revenir évidemment sur cette suite que nous avons tous vue au cinéma. C'était pas facile, c'est pour ça que je prends un peu des pincettes. Mais avant ça, on en a parlé en antenne. On aurait aimé en fait que vous deux, mes invités, vous interveniez sur comment vous avez découvert justement ce film de Ridley Scott et surtout quel effet ça a pu vous faire quand vous l'avez découvert. Donc évidemment, je vais laisser la parole à Antonin tout de suite pour revenir sur ce Blade Runner de Ridley Scott. Bah moi de toute façon, c'est un des films, un des points cardinaux de ma cinéphilie. Je pense un des points cardinaux même, on pourrait même dire. Parce que voilà, moi j'ai découvert ça effectivement, pas en 82, mais en 92. Je pense que j'ai vu la première version du film que j'ai vu, c'est la version de 82. Je l'ai vu à la télé. Donc la version avec la voix off ajoutée. Bon, on va pas revenir en long en large sur l'historique de Blade Runner.
le Blade Runner 2049 en tout cas donne l'occasion qu'il y a beaucoup de coups de projecteur qui soient mis sur ce film, et notamment je peux renvoyer les fans de Blade Runner vers le MOOC qu'a sorti le magazine vidéo, Rokirama, sur l'historique de Blade Runner, sur l'histoire des effets spéciaux et l'histoire des différentes versions. C'est un truc qui vaut 15 balles qu'on trouve en presse, qui est absolument super pour ça. En général, les objets Rokirama sont assez jolis. Oui, et là c'est vraiment béton, et il y a également le superbe making-of qu'il y a dans l'édition définitive du Blu-ray, un making-of qui s'appelle Dangerous Days, qui est le premier titre de Blade Runner, le titre de travail du scénario, qui revient vraiment là-dessus de façon un peu sans langue de bois, en faisant parler à peu près tous les intervenants et en ne faisant pas l'économie de parler des dissensions qu'il y a eu entre les producteurs, entre le réalisateur et sa star Harrison Ford et tout ça, voilà, qui revient sur toutes les versions du film. Moi donc j'ai vu cette première version, mais la version toutes les versions qui sont disponibles sur, tu l'as dit, peut-être sur le Blu-ray. Ouais, sur le Blu-ray, voilà. Il y a beaucoup. Il y a 5 versions, je crois, parce qu'on compte même la Workprint, qui l'histoire du Director's Cut. En fait, c'est un film maudit qui n'a pas marché. Il y a eu un collectionneur, je crois, ou un tenancier de festival qui était tombé dans les archives de la Warner sur un tas de bobines qu'il a projeté à son festival en pensant que c'était Blade Runner tel qu'il le voyait en salle, et en fait il est tombé sur la version de travail de Blade Runner. Donc ils ont projeté cette séance-là par Megard, je crois, dans un festival, et là tout le monde est tombé du nu en se disant mais putain, mais il y a pas de voix off et tout ça, le film est incroyable, il a beaucoup plus d'ampleur, et donc du coup ça a incité Ridley Scott au final à faire une Director's Cut qui n'était finalement pas une Director's Cut et qui sera une vraie Director's Cut, une Final Cut qu'en 2007, quand avec il aura très les moyens peu de modifications, quoi. C'est juste qu'il n'avait pas forcément les moyens de le faire. Enfin bref, toute cette histoire évidemment sur les. On retrouve tout ça. De toute façon, c'est peut-être un des films les mieux documentés de l'histoire du cinéma, hein. Je pense que c'est vrai que c'est un film qui n'est pas si vieux que ça, dont les archives sont plutôt ouvertes, dont tous les dessins préparatoires, on y a accès. Donc c'est vrai que c'est un film dont on peut très bien retracer tout l'historique. En plus, il a eu vraiment des gros journalistes fans qui ont vraiment fait un travail de documentation aux États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Paul A.M. Simon qui avait écrit un bouquin assez définitif là-dessus, dont on retrouve plusieurs de ses interviews et textes traduits dans le Rokirama justement, qui a vraiment très bien documenté tout ça. Donc moi évidemment le souvenir que j'en ai, c'est la version de 92, et c'est un film que j'ai vu et revu qui en plus forcément après pile poil dans ces années, qui Blade Runner finalement, c'est un film que je revois toujours avec énormément de plaisir, et toujours à chaque fois que je vais le revoir je me dis alors est-ce que ça va vraiment encore marcher ce coup-ci, parce que c'est également un film qui est typiquement de son époque, c'est presque un des films qui ouvre les années 80, c'est un film de Ridley Scott avec beaucoup de ses comparses de Grande-Bretagne a un peu refait la donne sur le cinéma hollywoodien en insufflant vraiment une esthétique, hein. On pourrait compter un peu Michael Mann là-dedans. C'est celui qui fait juste après Alien, hein, du coup. C'est celui qui fait juste après Alien, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est le début du cinéma où des gens qui viennent de la pub vont vraiment accroître le côté très audiovisuel, très des films, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'imagerie. On va être au début d'un cinéma qui, après être beaucoup du côté du réel avec le cinéma des années 70, va être un cinéma qui va être beaucoup plus du côté de l'imagerie, en reprenant des codes, des figures, des archétypes, et en essayant de les mélanger et de les rendre les plus attrayants pour le regard possible. Blade Runner, c'était vraiment exactement le cas. On va retrouver un petit peu ça dans Alien et tout ça, dans un côté de photographie extrêmement marqué, mais Blade Runner, on est vraiment dans ce truc très très esthétisant. C'est un film qui a un pur objet esthétique où ça chie du génie à tous les postes de ce qu'on considère comme ce qu'on appelle l'équipe artistique du film, c'est-à-dire production design, le design, voilà. Et moi, c'est pour ça en fait que j'ai toujours peur à chaque fois de le regarder. Je me dis, c'est le reproche qui avait été fait d'ailleurs à sa sortie, un Blade Runner qui a fait un flop où tout le monde disait bah oui, Ridley Scott a fait un très joli film, mais il a oublié de développer des personnages. Il y en a pas, on a que des enveloppes vides. Effectivement, moi c'est aussi pour ça à chaque fois j'ai peur de le regarder, mais finalement c'est carrément le sujet du film. C'est pour ça que, et miraculeusement, j'ai envie de dire, c'est pour ça Ridley Scott, c'est pareil, c'est pas un cinéaste que je porte dans mon cœur, mais par contre je pourrais jamais jeter son œuvre aux orties parce qu'il y a deux chefs-d'œuvre absolus, quoi. Il y a Alien et Blade Runner, mais qui sont presque des fois, t'as l'impression des trucs par mégarde. Il y a un côté un peu miraculeux dans Blade Runner, parce que c'est aussi ce truc de la façade. Enfin, c'est tenu dans le film, mais c'est vrai que les personnages sont des enveloppes vides. C'est effectivement le sujet du film. D'ailleurs, le film s'ouvre le seul moment pour avoir une sorte de profondeur sur un test psychologique où on lui demande de parler de sa maman et tout ça. Bah voilà, il
se fait dézinguer directement. Après, les souvenirs, dès qu'on a accès un petit peu à l'intériorité des gens, on va avoir Harrison Ford qui va dire à Rachel, écoute, c'est des conneries, tu vis tout ce que t'as l'impression d'être des souvenirs, ça n'existe pas. Donc on a vraiment un film de pure façade. Et en fait, c'est un film qui pourrait être complètement désincarné, qui pourrait être uniquement dans cette façade qui se passe en plus dans un univers complètement noir, où justement on est le personnage principal est lui-même désespéré, attiré par le vide complètement, où on sent que il a une quête complètement démotivée, il se pose des questions sur le bien fondé de sa mission, et en plus on voit qu'il est alcoolique, il est vraiment attiré par ce truc du vide. Et on va quand même, pourtant, un film qui va emporter la mise à chaque fois, qui va être complètement bouleversant, parce que c'est un film qui va être une sorte d'ode je pourrais pas vraiment dire ça, c'est pas une ode à la vie, mais on va ressentir le plaisir d'être en vie. Enfin, ça va passer principalement par les rôles des réplicants, mais quand on voit la mort de Daryl Hannah, comment elle rentre en convulsion, tellement elle est vénère de mourir, quand Roger Hauer va pousser sa tête pour sentir la pluie sur son visage, on va sentir vraiment le plaisir physique d'être en vie, et à travers ce monologue final terrassant, on va sentir vraiment le plaisir et l'horreur qu'il va y avoir à mourir, et la beauté qu'il y a à être en vie. Mais même dans ce monologue final là, ça va pas passer par une intériorité, ça va passer par ce qu'il a vu, et c'est encore un ingrédient pour appuyer ce que je veux dire, c'est que il va dire I've seen things. Tout passe par le visuel dans Ridley Scott. C'est pour ça que dans Blade Runner, c'est tout dans le visuel. Et c'est pour ça que tu peux te dire, oui, effectivement, ça pourrait être un film qui serait superficiel. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un film qui est très profond dans son propos sur ce que c'est la vie, mais c'est un film qui est abyssal dans l'émotion qu'il arrive à déployer quelque part. Topok, toi aussi, tu as découvert ça à peu près à même âge que... Pas du tout. Tout pareil. Si, vraiment, c'est quasiment la même histoire et le même compagnon un film compagnon qui t'accompagne sur différentes périodes de cinéphilie. Le voir très tôt, enfant, je pense une dizaine d'années, et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être pas compris ou qui est de façade, mais de se dire en permanence, je vais y revenir, ou d'y revenir naturellement, parce qu'on se dit on a peut-être raté quelque chose, ou est-ce qu'on est assez mûr maintenant, ou est-ce qu'on va pouvoir voir différents niveaux de lecture en fonction de son étape personnelle, et de pouvoir se rendre compte assez tôt, d'avoir de faire face à un film qui est vraiment estampillé science-fiction, mais qui au fur et à mesure tu te rends compte que finalement la science-fiction elle est au fur et à mesure effacée, que t'es peut-être face à un grand film tout simplement, et que auparavant t'avais vraiment les grandes cases, te dire la SF, les films d'horreur, c'est pour les films de pré-ado ou enfants, et puis ça fait un petit frisson, et puis vraiment c'est pas sérieux. Là t'as l'impression, moi j'avais l'impression qu'avec Blade Runner et puis avec Alien, d'avoir ce plaisir de spectateur enfantin ou adolescent, mais de se dire putain c'est un film profond, et donc moi c'est un film qui m'a accompagné, d'autant plus que on fait le parallèle, moi j'ai fait souvent le parallèle, et je le fais toujours avec les films qui ont une énorme histoire et qui travaillent une histoire aussi sur le tournage et des difficultés, des films comme Apocalypse Now ou des films comme Brazil, qui sont maintenant hyper documentés par le biais de que ce soit les Blu-ray, les DVD, les coffrets de 8, 9, 10 DVD, et moi j'ai toujours cette fascination de voir un film qui te travaille personnellement, et d'avoir accès à derrière cette porte simplement c'est 2 heures, 3 heures de film, derrière t'as une bibliothèque complète sur un objet de fascination, et donc tu peux aller t'enfermer et fouiller les archives de ces films là. Donc moi j'aime beaucoup des archives qui ne gênent pas non plus justement le plaisir que tu peux ressentir devant le film et les questions que tu peux te poser devant le machin. Et je pense que c'est un film qui me poursuit encore, parce que vraiment tu sens en permanence, et ça c'est assez dit régulièrement, de dire à quel point c'est vraiment le film qui a marqué le visuel, l'esthétique, et que tu retrouves dans des tas de films sur tous les plans, même en termes musicaux. Je veux dire, c'est pour ça que ça ouvre vraiment les années 80 avec la BO de Vangelis, qui va énormément influencer plein de musiciens de la scène électro. En termes d'esthétique, ça va marquer des gens comme Fincher, toute une génération qui va arriver 10 ans plus tard. Ça va marquer vraiment le clip. Il va pas y avoir Seven s'il n'y a pas eu Blade Runner avant. Il y a pas eu des prémices quand même avant Blade Runner sur cette esthétique, qu'elle soit musicale ou visuelle, ou même justement sur cette plateforme
évidemment. Mon souvenir, mais un des grands souvenirs que j'ai de Blade Runner, par exemple, moi, c'est l'accumulation de, quand on voit la ville, par exemple, l'accumulation de publicité qui t'agresse, qui est très agressive, par exemple. Ce qui est intéressant quand on connaît le passif de Ridley Scott dans la publicité. Voilà, il y a quelque chose de l'accumulation, beaucoup dans le film, de chaque plan qui regorge d'idées visuelles aussi, machin. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même eu, ça débarque pas de n'importe où. Ça débarque pas de n'importe où, mais de toute façon, c'est ce que je disais. C'est Ridley Scott, c'est quelqu'un qui vient du visuel. Il n'a pas inventé quelque chose. Lui, Ridley Scott, c'est typiquement un cinéaste qui ne part pas du réel. Il part d'images qui sont déjà préexistantes. Le principe de Blade Runner, il est clair et net. C'est mélanger une science-fiction à la Métropolis, c'est-à-dire un univers fascisant, avec l'univers du film noir. Donc, on extrapole, enfin, on hyperbolise ce qui a fait l'esthétique du film noir, c'est-à-dire ces clairs-obscurs extrêmement tranchés, cette lumière, cette lumière qui devient un personnage, ce côté hyper contrasté et en même temps, voilà, tout ce qui appartient à l'univers du film noir, et on le met dans le truc de la science-fiction qui va extrapoler un univers un peu totalitaire, qui va venir de Soleil Vert 10 ans avant, je pense, quelque chose comme ça, et qui vient à la base de Metropolis, et surtout évidemment de la littérature de science-fiction, vu que c'est une adaptation de Dick. Je voulais revenir là-dessus parce qu'on va parler de la suite qui arrive donc du coup 35 ans plus tard, et évidemment je pense que les gens qui aiment cette suite donc de Blade Runner 2049 vont tenir ce genre de propos, du fait que Denis Villeneuve lui aussi justement exploite une imagerie existante, mais la met au goût du jour. Je sais pas quelle connerie les gens peuvent sortir, j'ai pas tout lu non plus sur les défenseurs du Denis Villeneuve qui quand même qui quand même justement parce qu'on va encore nous reprocher de faire des élitistes ou les gens qui crachent parce que ça plaît à tout le monde ou je sais pas quelle connerie, et j'en ai marre, on va pas se défendre sur ce genre de propos, mais voilà, j'essaye de comprendre ce qui a pu intéresser et ce que les gens qui défendent le film peuvent lui trouver. Moi franchement, si on doit vraiment aborder ce chapitre de Blade Runner 2049, moi je pense vraiment y être allé de façon complètement open-minded, quoi, parce que forcément le film étant déjà sorti aux États-Unis, on avait affaire au déluge de critiques positives sur le film. Moi effectivement c'est un film de fait qui est dans les tuyaux depuis pas mal de temps, que j'attendais, même si je me disais c'est vraiment pas un truc à besoin de suite, mais je suis un geek, j'ai joué aux jeux vidéo de Blade Runner et tout ça, voilà, j'ai lu les novélisations de Blade Runner, j'ai envie de voir le truc. Effectivement, Denis Villeneuve, l'univers peut-être. Denis Villeneuve, c'est vrai que c'est une de nos bêtes noires depuis Incendie, qui est le premier film qu'on a chroniqué de Villeneuve dans cette émission. Voilà, on a tout de suite dit le désamour qu'on pouvait avoir sur ce cinéaste-là et qui ne s'est jamais démenti, et c'est pas de façon forcée. Donc moi je me disais Villeneuve, de toute façon, qui c'est Villeneuve dans le cinéma américain maintenant? C'est un des seuls mecs qui occupe cette case-là du bonhomme, qui est à mi-chemin entre un cinéma d'entertainment et un cinéma qu'on pourrait qualifier d'auteur, quoi. Avec Christopher Nolan. Mais avec d'autres, et principalement Christopher Nolan. Et pour moi, Villeneuve, ça a toujours été un sous-Christopher Nolan. Et je dis ça alors même que Christopher Nolan, je ne le tiens pas, son cinéma, particulièrement dans mon cœur. Mais Villeneuve, c'est clairement un mec qui est en dessous. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des films, ils sont clairement dans un genre, dans une sorte d'exploitation. Les Américains ont un terme pour ça, ils appellent ça la artsploitation. Ça ne concerne pas exactement ce type de corpus de films. La artsploitation, ils utilisent ça un peu pour les films de Gaspar Noé ou du cinéma d'horreur un peu autorisant. Mais là, on est vraiment là-dedans. Et Nolan, c'est un peu ça aussi. Nolan, c'est le dernier à Hollywood qui peut vendre un film juste sur son nom. Villeneuve va arriver à ce principe-là aussi. Il pourra vendre un film uniquement sur son nom. On lui propose beaucoup de projets, Dune ou bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a un style très très voyant, et qui est quand tu regardes ses films, moi c'est toujours ça qui m'a gêné, hein. Je prends le cas d'école, c'est Prisoners, où tu dis t'as un scénario comme ça, qu'un scénario peut-être pas de série B, mais qui quand n'importe quelle analyse de scénario, il voit le scénario, il se dit on a un film d'1h30, là il y a pas de problème. Et que quand Villeneuve te fait un film de 2h20, il a un gros problème, c'est que oui, il est vraiment toujours en sur-régime en termes de mise en scène. C'est quelqu'un qui est dans des mises en scène, dès qu'il met une scène, il passe 3 plombs à faire une exposition de sa scène pour installer de façon artificielle, ou en tout cas uniquement par la mise en scène, une sorte de tension.
quel est le lieu d'être ou pas en fait. Il se prend pour Sergio Leone. Il y a un peu de ça. Il se prend pour Kubrick, il se prend pour Michael Mann, il se prend pour Sergio Leone. Dans la mise en scène est toujours la star principale de son film, alors même qu'elle n'est pas spécialement virtuose, mais c'est juste qu'elle va insuffler une sorte de tension par une sorte de lenteur à tout ce qui est des signes extérieurs du cinéma d'auteur, c'est-à-dire en termes de photos un peu de la grisaille, de la lenteur, du plan large, contrairement à la mise en scène de séries télé qui vont être plus dans des gros plans et tout ça. Donc là on est dans une mise en scène qui va être assez ample, et toujours éviter la longue focale. Il se prend pour il cherche l'anti-Michael Bay, j'ai l'impression. En fait pour moi c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est l'anti-Michael Bay, mais ils vont se rejoindre dans une sorte d'une certaine façon. Mais ouais, mais c'est que pour moi en fait c'est ce que je disais du cinéma de Christopher Nolan. Christopher Nolan il utilise le concept comme Michael Bay utilise les explosions, et c'est pareil pour Denis Villeneuve. En concept j'entends en fait le fait que les personnages, tout passe en général par les dialogues. Chez les films de Villeneuve c'est pas un très grand narrateur visuel là. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup les dialogues, qui fait des longues expositions sans dialogue, et au bout d'un moment ça aboutit à un champ contre champ où les gens expliquent l'enjeu de la scène. Il n'y a pas grand chose qui passe par la mise en scène à proprement parler, et dans ces dialogues là en général des concepts assez lourds vont être évoqués. Dans Sicario, pour prendre un des derniers films de Villeneuve, ça va être des concepts de géopolitique. Dans Blade Runner 2049, on a tous les concepts de la transhumanité, du virtuel et tout ça qui vont être exposés à travers les dialogues. Pour Incendie, on va avoir pareil des trucs de géopolitique, des dialogues où vont être maniés des concepts forts, où le spectateur qui est avide de voir un truc qui soit pas juste du cinéma divertissement et qui a envie d'avoir l'illusion d'être intelligent se dit ça c'est du cinéma intelligent, regarde ils ont employé un mot à plus de 4 syllabes, et pour moi il a l'usage de ces concepts là de la même façon que Michael Bay utilise des explosions juste pour créer une sorte de sensation de il s'est passé quelque chose, mais c'est toujours fait pareil sans aucun sens de l'économie. C'est qu'à un moment il te balance ça parce que finalement il est incapable de développer grand chose, comme Michael Bay est incapable de développer grand chose. Il te fout une explosion, il te stimule, que ça soit intellectuellement chez Villeneuve ou sensoriellement chez Michael Bay. Il y a une sorte de stimulation mais qui ne se développe jamais, et ça quand on parlera de Blade Runner 2049, évidemment là on est à fond dedans quoi. Jules, tu voulais réagir? J'ai bien l'impression que je sais que par rapport à la vision du cinéma américain et du cinéma européen, on peut très vite devenir un peu condescendant et de se dire regardez ces studios ou cette manière de produire et de proposer des films qui sont soi-disant un peu rudes ou un peu cérébrales. Nous en tant que, quand je dis nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, et là vraiment je vais paraître un peu vraiment condescendant mais de se dire j'ai bien l'impression qu'on est davantage habitué à un cinéma qui peut être radical. Et quand, peut-être à l'image, je pense d'un Verhoeven qui, quand il arrive aux États-Unis et qui tape dans des choses qui vont complètement choquer le regard américain, j'ai l'impression que aussi en France, on se fait berner avec des Villeneuve, avec des Nolan, qui sous prétexte de pouvoir un peu caresser dans le sens du poil le public américain, en leur donnant des fausses idées philosophiques, des fausses idées de profondeur. Nous, de notre petit regard de Français, d'Européens, avec notre culture et notre passif, on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Vraiment, on a l'impression d'avoir une grosse boursouflure, et que peut-être pour ces pontes, ces producteurs hollywoodiens, ils sont en train de se dire tiens, là on a un cinéaste qui a un petit peu de sensibilité européenne, qui viennent du Canada ou je ne sais quoi, mais qui se disent tiens, on a un petit peu l'équilibre, on a des mecs qui arrivent à rentrer dans les toujours été fait à Hollywood quand même. Ouais, mais là il y a un changement de paradigme total. C'est qu'à un moment Hollywood s'est toujours créé justement dans l'absorption d'influences étrangères. Ils ont réussi à absorber quasiment le cinéma mondial. Je veux dire, quand il y a eu du Hong Kong, ils ont fait du kung-fu. À l'arrivée-guerre, ils ont pris tous les talents allemands pour créer l'expressionnisme et c'est qu'a nourri le film noir. Hollywood s'est toujours basé sur cet esprit effectivement totalitaire de je prends toutes les influences et je le mets à ma sauce, et ça a toujours marché. Fonctionne. Et Ridley Scott en est un cas d'école. Oui. Comment le cinéma de science-fiction va se renouveler avec Alien, c'est qu'ils vont aller chercher en Angleterre des cinéastes, Verhoeven, les exemples fourmillent dans l'histoire du cinéma hollywoodien, et le problème maintenant c'est qu'il y a très peu de cinéastes qui font comme, et les cinéastes qui sont d'origine étrangère à Hollywood sont plutôt rares maintenant. Ils ont été nourris surtout par le cinéma américain. Et oui, bien sûr, et je pense qu'en plus de ça,
on les prend vraiment pour leur particularité. C'est leur particularité qui va vraiment prendre le dessus. Quand Verhoeven, tu l'as très bien dit, quand Verhoeven fait Robocop, je pense que quiconque voit Robocop à l'époque de sa sortie, on se dit bah ouais, c'est un film à merlot, encore une connerie américaine. Personne va noter que le mec, si on connaît pas Verhoeven à l'époque là, a mis une sorte, enfin ça passe de façon en contrebande, comme disait Scorsese et Michael Henry Wilson dans leur dictionnaire. C'est des trucs qui vont passer de façon souterraine. Là maintenant, Villeneuve ou Nolan se survendent en eux-mêmes en tant qu'auteurs. Et ce qui est complètement différent de avant, quand Fritz Lang va faire des films aux États-Unis, il fait des films noirs. Il va pas d'un coup arriver, il fait Metropolis, il fait un truc hyper expressionniste ou je sais pas quoi. Il va se couler dans le moule et passer des choses de façon souterraine, comme Hitchcock va le faire, comme tout plein dans l'histoire du cinéma américain. Ils intègrent le genre, mais Nolan comme Villeneuve, quand ils intègrent Hollywood, ils intègrent le genre aussi. Non, tu mais vois, ils intègrent le genre, mais ils se mettent par-dessus. Ah oui, je suis d'accord. C'est ça qui change en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. T'as pas, l'effet que m'avait fait Sicario aussi, c'est que Sicario, je m'étais dit tiens, un scénario comme ça, bah à la limite tu mets un Walter Hill là-dessus quoi. Et là t'as une série B quoi. T'as un truc un peu, et quand d'un coup c'est Villeneuve qui le fait, et ben il y a une sorte de conscience d'auteur qui fait que il faut absolument que le mec par le style montre qu'il est là à la barre pour se créer en tant que marque. Je me fais encore l'avocat du diable, je crois pas tellement à ce que je vais dire, mais on a souvent reproché à certains cinéastes qui avaient du talent, je pense à Gaspard Noé ou à d'autres gens comme ça qui évidemment avaient une force, de pas avoir un producteur par exemple derrière, un bon producteur je veux dire, et un bon scénario, quelque chose de carré, de sérieux, pour qu'ils puissent justement faire un film de genre pur, quelque chose dans lequel évidemment paraîtraient leurs pattes, mais au moins il serait cadré entre guillemets, et il partirait pas dans tous les sens. Ce qui manque je pense à beaucoup de cinéastes qui ont justement une vraie patte, des choses à montrer, voilà. Là on a affaire mine de rien justement à ce genre de cinéaste qui a une identité visuelle, qu'elle soit, voilà, même si je la trouve évidemment et qui je pense est très calé, même si c'est Warner Bros qui produit je crois encore non c'est pas Warner Bros en plus le film, mais bon ça pourrait être Christopher Nolan, c'est Warner Bros, et là ça pourrait presque en être, c'est-à-dire il me semble qu'il a quand même eu sur ce coup-là, Villeneuve, une certaine liberté justement en termes de mise en scène. Mais tout en étant cadré justement par une production. Ouais, mais pour moi il n'est pas cadré du tout. Pour moi c'est presque la tragédie de ce film-là, outre le fait que le film est une grosse merde. C'est juste qu'en plus historiquement il arrive à un point où tu dis c'est absolument affolant ce qui se passe à Hollywood, parce que tu dis il y a une déperdition de qualité des films moyens qui est terrible en ce moment. Il y a vraiment pas de renouvellement de la qualité. On arrive à dans des produits absolument stéréotypés et manufacturés à l'extrême. Je prends les Star Wars, les Marvel, tout ce qui appartient au conglomérat Disney sont des films complètement impersonnels. Et donc en exception, on a donc du coup maintenant Christopher Nolan et Denis Villeneuve. Et là, sur Blade Runner, effectivement, là, on est à une semaine de la sortie. Donc le film va bénéficier effectivement d'une presse particulièrement élogieuse et de premiers chiffres d'entrée, pour le moins, en tout cas en France, plutôt bon. Mais aux États-Unis, ça commence déjà à se planter, parce que c'est évident que le film va se planter. Parce que là, tu te dis, moi, pendant tout le film, avec le camarade de Nathan Godard, on est sorti là, on se dit, mais putain, mais le producteur, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a carrément 1 heure à enlever du film. Le film dure presque 2h45. Franchement, voilà. Il y a 1 heure à enlever du film. Les scènes d'exposition sont tellement longues. Je prends pour exemple la scène où Ryan Gosling arrive à Las Vegas. C'est juste interminable. On sait très bien, parce qu'on a vu la bande-annonce, qu'il vient faire Las Vegas. Il vient chercher, d'ailleurs il le dit, il vient chercher Rick Deckard. Donc on sait qu'il va avoir Harrison Ford. Et là, la scène de déambulation de Ryan Gosling dans les ruines de Las Vegas, qui sont assez monochromes et en plus visuellement pas très chiant et on va revenir j'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect visuel après. Oui, c'est un peu dépourvu d'enjeu, à part le fait qu'on va revoir Rick Deckard et par la même occasion on va revoir notre truc doudou Harrison Ford. C'est interminable. Tu dis mais n'importe quel producteur, on a beaucoup fait chier Ridley Scott pendant la production, le montage de Blade Runner, l'original. Là tu dis mais les mecs, pourquoi vous avez pas fait chier Villeneuve pour lui dire mais tu arrêtes tes conneries là, tu nous resserres ça un peu. Alors, parce que là l'influence principale c'est Tarkovsky, et tu dis mais enfin tout le monde n'a pas les moyens d'être Tarkovsky, parce que là tu penses, moi je pensais à Stalker ou à Solaris quand je voyais ces scènes là de déambulation dans une sorte de no zone comme ça. Je pense qu'il aimerait bien, mais c'est la référence. Il n'en a pas les moyens, ça c'est une évidence. Justement ça serait peut-être bien qu'on revienne un petit peu, à moins que Jules tu veuilles revenir un tout petit peu sur moi je me dis que
cette discussion-là, elle peut au moins faire venir en sorte que il manque des producteurs à Hollywood. Il manque, on a peut-être ils ont un cheptel d'auteurs visuels avec une patte et une marque et puis peut-être des choses à dire. Mais voilà, c'est peut-être le bilan, c'est que après avoir vu encore Blade Runner et les tas de franchises, il manque à Hollywood. Et même c'est pour ça, moi je dis, des producteurs. Et c'est pourtant c'est moi qui dis ça avec tout le déni de l'argent que tu peux avoir dans le cinéma, mais de se dire, il manque peut-être des mecs au plus haut niveau dans les studios pour pouvoir avoir des visions aussi et pas simplement des visions mercantiles. Mais on sait qu'ils se font racheter aussi. Enfin, par exemple, la direction de Warner Bros a changé il y a quelques années. Ça a modifié beaucoup de choses et au sein des studios, il y a beaucoup de choses qui se modifient puisque les gens recherchent non pas des auteurs, mais plutôt des marques comme c'est le cas pour Disney. C'est pour ça qu'on peut mettre d'un coup 200 patates sur un film comme Blade Runner, qui est un film contemplatif, parce qu'effectivement, ça se base sur ce truc un peu doudou on va pouvoir capitaliser sur une marque préexistante qui serait la marque Blade Runner, qui est tout un peu culte et tout ça. C'est pas un film qui a rapporté des milliards, mais voilà, c'est une marque qui est connue, quoi. Donc on peut foutre du pognon là-dessus, quoi. On va faire une petite pause sexy et puis on va revenir un peu plus précisément quand même sur cette suite de Blade Runner. You kiss me. I can't rely on... Say, kiss me. Kiss me. I want you. I want you. I want you. Put your hands on me. C'était un petit moment un peu sensuel, extrait du Blade Runner de Ridley Scott. On va quand même rapidement, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film ou qui s'en foutent un peu, revenir sur le pitch de cette suite. Comment faire une suite à Blade Runner d'ailleurs, vu la fin de la Director's Cut, puisque c'était différent quand même de la version de 82, mais voilà, où on nous laissait sur un doute, est-ce que Harrison Ford justement est un répliquant. On les voit en tout cas s'enfuir, lui et Rachel, à la fin du Blade Runner de Ridley Scott. On retrouve donc du coup 30 ans plus tard cet univers avec encore une fois un Blade Runner, c'est-à-dire un flic qui chasse les répliquants, donc ces êtres manufacturés pour servir d'esclaves, incarné par Ryan Gosling, qui va se retrouver à devoir trouver justement un enfant né d'une réplicante. Raconter ça comme ça, j'ai l'impression d'être dans Terminator 3. Donc un enfant né d'une réplicante qui serait donc l'enfant justement de Rachel et d'Harrison Ford. Il va très vite avoir le doute de est-ce que c'est lui ou pas cet enfant justement, puisqu'il a des souvenirs qui prouveraient que ça pourrait être lui cet enfant et qu'en fait lui-même ne serait pas un répliquant. Mais donc au bout d'une demi-heure on a déjà un doute, est-ce que c'est un répliquant ou pas, contrairement au film de Ridley Scott qui ne pointait jamais directement du doigt bref, c'est un autre souci. Et donc il va partir à la poursuite de ses origines et puis lui-même être poursuivi par évidemment les grosses entreprises qui voudraient mettre la main sur cet enfant qui pourrait soit dégénérer le monde, soit c'était c'est pas tellement que tu t'en sors pas mal. C'est pas tellement que c'est compliqué, c'est qu'on en parlait encore en antenne, c'est que donc on a affaire à 2h44 de film. Que finalement ça raconte assez peu de choses, c'est-à-dire que là finalement j'ai raconté les trois quarts du film, mais ce qui est marrant c'est quoi, tel que tu le racontes on pourrait l'impression d'avoir un film hyper romanesque en fait, parce que ça implique tellement de situations, le pouvoir policier, une force de rébellion en présence souterraine, des ingrédients qui sont présents dans le scénario. Non mais des ingrédients qui sont dans le scénario, des ingrédients qui sont présents à l'écran mais à l'état de déclaration d'intention quelque part, sauf qu'en fait le cœur du film, si jamais le film, pour ceux que le film séduit, c'est plutôt une sorte de quête existentielle. Ça voudrait en tout cas être le cas, je pense, comme le souvenir que, moi j'imaginais très bien pendant la séance le souvenir ou l'impression que Denis Villeneuve et les scénaristes et producteurs pouvaient avoir du premier Blade Runner, à savoir qu'est-ce
que finalement les gens en ont gardé comme souvenir. Et pour revenir encore une fois à ce cinéma doudou, sous une forme différente de Jurassic World ou d'autres produits, Terminator Genesis, des choses comme ça, mais finalement de retrouver ce même esprit du cinéma doudou, de voilà les ingrédients qui ont pu justement dans le souvenir du spectateur faire qu'aujourd'hui justement les gens iraient le revoir, et du coup d'essayer de les intégrer dans un nouveau produit, mais qui n'apporterait rien de neuf, uniquement réexploiter des éléments qui étaient déjà présents. Sauf que justement, comme tu le disais tout à l'heure, le film de Ridley Scott, son sujet, c'était sans doute ça, justement, la quête de la vie, des choses de ce genre, et de, voilà, qu'est-ce qui fait, justement, qu'on ait envie, qu'est-ce qu'on voit. Il y avait de la mise en scène aussi dedans pour montrer tout ça. Mais c'est des choses qui étaient sans doute beaucoup plus diffuses et beaucoup plus, du niveau du sentiment, il y a une qualité poétique, en fait, moi, je pense. Je pense, et du coup, là, elle a été digérée, j'ai l'impression qu'elle a été digérée par un ordinateur qui a dit, voilà, il faut mettre tel ingrédient, et du coup, ça devient, le film démarre sur ces éléments-là, plutôt que de te laisser à la fin du film un sentiment quelconque. Là, ça démarre sur des trucs qui sont en plus écrits, qui passent par des dialogues et non pas par des images, par de la mise en scène, par du cinéma, mais qui passent par du dialogue. Et voilà, on va tout ce qui pourrait faire le truc, voilà, pour du cinéma doudou. Et j'avais l'impression d'être vraiment devant là-dessus, même si en termes d'esthétique, comme tu as dit aussi, Villeneuve a une forme visuelle, une manière de mettre en scène dans la lenteur, en espérant que ça donne du sens ou une ambiance, je ne sais quoi, qui pour moi en tout cas n'a absolument pas fonctionné. Peut-être que je suis passé à côté du film aussi complètement, hein. C'est envisageable, c'est complètement envisageable. Tu iras le revoir hein, pour... C'est complètement envisageable que je sois passé complètement à côté du film et que j'ai pas été happé par l'ambiance et par ce sentiment, cette terreur qu'on a de se demander est-ce que je suis humain ou pas, parce que c'est un peu comme ça pendant 2h44. C'est ce qu'il essaye de faire passer via Ryan Gosling. Il faut quand même être honnête, il essaye de faire passer des choses, je pense, hein, vraiment de façon très très pachydermique. Ouais, complètement, mais tout passe par du dialogue hein, en fait complètement. Et parce que on est encore à faire une sorte de remake déguisé, de la même manière que Terminator Genesis c'était une sorte de là ça passait par des trucs de voyage dans le temps, donc on était dans une sorte de trucs un peu méta, mais qui était quand même un remake déguisé de Terminator, tout comme Jurassic World est une sorte de remake déguisé de Jurassic Park. On n'est pas dans une sorte de suite comme par exemple Aliens, on va dire, pour prendre un exemple, pouvait être une suite d'Aliens, c'est-à-dire apporter un point de vue différent sur un univers voisin, mais finalement le scénario c'était plus dans les 10 petits nègres. Un traitement très très différent, c'est-à-dire que c'est pas le même genre. C'est pas du tout le même genre, en termes esthétiques ça change. Alors moi au tout début, pendant 1 heure de film, moi je me suis dit au moins on n'est pas dans l'exploitation geek de l'imagerie de Blade Runner, et le film a un peu la décence au moins de pas se mettre en termes esthétiques sur les pas de Blade Runner dans l'univers un peu tech noir qu'a inventé Blade Runner, qui sera repris après par James Cameron dans Terminator et tout ça, ce côté très nocturne et compagnie. Là il y a des scènes de jour, ça se trouve sur des scènes de jour, machin, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent visuellement. Par contre en termes de récit, pendant 1 heure, après on se rend compte non, c'est carrément un remake quoi. Comme tu l'as dit, on a pareil à faire un Blade Runner qui se pose peu à peu des questions sur le bien fondé de son action. On va avoir des personnages qui vont être exactement identiques de part et d'autre, que ce soit Tyrell de l'original qui est remplacé par Wallace dans celui-là, qui pareil, une créature, quelqu'un qui prend son pied à créer la vie et qui prend aussi son pied à l'enlever. T'as pareil, au niveau des répliquants, on a un robot tueur, on a un robot de plaisir, on a toute une sorte de galerie de personnages où il y a des correspondances exactes, et surtout on a aussi ce truc qui est une ressucée du premier, où Ryan Gosling est complètement omnibulé par un petit cheval. Alors dans l'original c'est une licorne, et qui va lui donner un indice comme quoi peut-être que lui aussi finalement ne serait peut-être pas un robot mais plutôt un être humain, c'est-à-dire de façon un truc complètement inversé par rapport au Blade Runner original. Mais finalement t'inverses quelque chose, finalement c'est la même chose, et sauf que là c'est fait en général uniquement par des dialogues et de façon
extrêmement peu subtil, quoi. C'est hallucinant de voir un truc où tu te dis la moindre idée qu'il peut y avoir dedans. Enfin, cette scène de cul qui est entre un hologramme là et quand il est avec son hologramme qui est un programme destiné à lui donner du plaisir. Que je trouvais intéressante moi comme scène visuellement. Mais qui pourrait être intéressante en fait. Mais visuellement, elle pourrait être intéressante, ouais, complètement. Elle pourrait l'être. Pour moi, je ne ressens aucun trouble là-dedans. J'ai limite plus ressenti du trouble dans des scènes mettant en scène des hologrammes dans Minority Report quand il regarde des vieilles hologrammes diapositives de sa famille et tout ça. Je trouvais ça plus intéressant. Et surtout, c'est exactement le même sujet que dans Her de Spike Jonze, où là, effectivement, je trouve le film de Spike Jonze un peu trop long et tout ça, mais qui ça va effectivement Enfin, pour moi, il n'arrive jamais à créer du trouble. Quand la clé USB, moi, il y a une scène qui m'a marqué en me disant c'est un échec, apparemment qui pour moi démontrait l'échec émotionnel du film. C'est justement donc on montre Ryan Gosling avoir une histoire d'amour avec du coup cet être artificiel, cet hologramme voilà, qui tient sur une clé USB, une grosse clé USB, mais c'est une clé USB quand même, quoi. Et si la clé USB se fait détruire, son être aimé détruit aussi, quoi. Et donc il y a cette scène qui devrait être une scène tragique et bourrée d'émotions qui arrive, qu'on attend, hein. Enfin, c'était vraiment pas, c'est très mal amené, on l'attend très fort. Elle arrive et il se passe absolument rien. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est encore une fois, et même dans les dialogues, c'est d'une pauvreté, quoi, où il le dit, mais tu te rends compte que si jamais je perds ça, tu vas disparaître à tout jamais. Mais je veux dire, normalement, t'as un spectateur un peu intelligent, tu l'as compris de base, quoi. Et là, donc, il le dit. Et forcément, tu sais que ça va arriver, et ça arrive, et en plus, il se passe rien. C'est hallucinant. Ça, c'est exactement ce que je voulais dire sur le truc où le mec, il te fait que des expositions, et quand arrive le moment de la scène, c'est mauvais, quoi. Moi, effectivement, moi aussi, toujours dans une optique doudou, j'ai pu avoir une sorte d'émotion, justement très nostalgique quand Rachel apparaît. Mais ça, pour moi, c'est vraiment l'horreur totale, parce que tu te dis là, Rachel qui apparaît de façon complètement recréée, puisque voilà, c'est ça. Sean Young, Sean Young effectivement est morte, c'est l'enjeu du film. Il découvre son cadavre, et puis Wallace, le nouveau Tyrell, recrée Sean Young, le répliquant, pour séduire Harrison Ford. Là, il y avait un moyen que Blade Runner rejoigne des préoccupations très contemporaines, c'est-à-dire la recréation des acteurs sous forme numérique. Et donc là, on a une recréation de Sean Young à 20 ans de façon numérique. Et tu dis, là, on pourra avoir quelque chose, à la fois la puissance émotionnelle à travers le récit peut être assez forte, et en plus en termes de trouble, on peut jouer sur le trouble de cette image-là qui, pour l'instant, voilà, on est toujours dans cette sorte de vallée de l'étrange, où on est toujours dans ce sentiment d'étrangeté de d'un acteur recréé numériquement comme la princesse Leia dans Star Wars et tout ça. Ben là, au final, il en finit par une punchline. Il ne sait pas comment gérer ce truc-là. C'est hallucinant. Il vire par une punchline. Sean Young est dézingué avec une bastos dans la tête. Tu dis putain, c'est vraiment horrible, parce que là, il aurait peut-être pu se passer quelque chose et il ne se passe rien. Et c'est après, ouais, moi, j'ai l'impression d'avoir vu une succession d'échecs, d'expositions qui te fait miroiter un truc un peu profond et qui finalement se barre en couille. Se termine par une pirouette. Se termine par une pirouette, mais après, il y a aussi le truc, il pourrait, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que le film a une dimension méta, quelque part, que Ryan Gosling, c'est finalement Denis Villeneuve, qui est, lui, complètement sous le joug de souvenirs préprogrammés, qui serait le Blade Runner original, et qui serait un bonhomme qui se demande, mais moi, est-ce que j'ai une âme, finalement, est-ce que j'ai une âme de cinéaste, ou est-ce que, ce qu'on m'a mis dans la tête, est-ce que j'ai, finalement, j'aurais pas plutôt que des images qui me viendraient, j'aurais l'impression qu'elles viennent de moi-même, mais en fait elles ont été préprogrammées par ma cinéphilie, chose qui pourrait avoir lieu par exemple quand dans la scène qui va créer des mèmes sur internet, quand Ryan Gosling apprend que le souvenir qui le hante du petit cheval en bois n'est finalement pas son souvenir, mais le souvenir d'une nana dont le boulot est de fabriquer des souvenirs, et qui serait presque dans cette dimension méta le Blade Runner original, celle qui implante des souvenirs d'un film que tu as envie de recréer. C'est horrible, enfin c'est horriblement gênant de voir le visage de Ryan Gosling. C'est vrai qu'on a parlé de la mort de Marion Cotillard d'autant plus là tu regardes
en VF. Qu'on a sorti. Et cette séquence-là en VF. Mais oui, parce que avec un petit merde rajouté. Avec Jules, on a été forcé pour faire cette émission d'aller le voir hier soir en VF et non pas en VO, puisque la séance était complète. Et donc on a vu le film en VF et en 3D. C'est évident que ça nous a pas aidé non plus pour apprécier le film. Donc les auditeurs sont au courant qu'on a vu le film dans de mauvaises conditions. Mais cette séquence était particulièrement gênante. Ouais, c'était embarrassant. C'était très embarrassant de voir Ryan Gosling jeter sa chaise en disant merde quand il découvre que finalement ce souvenir n'est peut-être surtout pas que là on a un moment à Oscar en fait quoi, normalement quoi. On a un long plan fixe sur le visage de Ryan Gosling où est supposé se passer un tas d'émotions parce que là il découvre le poteau rose en gros, et c'est quand tu regardes ça et que t'es pas dans le film. Alors peut-être que ceux qui sont dans le film sont pas absolument bouleversés par la prestation de Gosling, mais quand tu regardes ça t'as juste l'impression qu'il y a une cuillère avec des céréales qui va arriver comme dans la fameuse mème d'internet où Ryan Gosling won't eat his cereals quoi. C'est vraiment parce que juste je voulais revenir sur ce que disait Antonin sur l'aspect méta du film qui moi m'a aussi interloqué. Je me suis dit mais est-ce qu'il cherche pas en effet à montrer ça dans tous les dialogues que Ryan Gosling peut avoir avec Harrison Ford. Ils ont 2 vraies scènes de dialogue, une au bar machin, et puis le dernier dialogue qu'ils peuvent avoir justement où Harrison Ford lui demande mais qu'est-ce que je suis pour toi, où Ryan Gosling ne répond pas, ce qui est aussi je pense une facilité d'écriture assez lourde quand même quoi. Mais par contre avant ils ont un autre dialogue justement où il demande encore mais qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux quoi. Et oui je me suis demandé en effet si Villeneuve se mettait pas justement à la place complètement de Ryan Gosling face à une forme de cinéma qui je pense la nourrit énormément. Je pense que c'est le genre de bonhomme qui a grandi et il est pas très vieux Villeneuve quoi, il a même pas 50 balais je crois, et je pense qu'il a grandi avec Blade Runner, avec ce genre de film. Et je pense qu'il a beaucoup de respect, vraiment de façon très honnête pour Blade Runner, et qu'il n'a pas envie du tout de trahir, du coup justement cette origine peut-être de sa cinéphilie ou des choses de ce genre. Sauf que c'est exactement le souci, le problème du film, c'est que à la fois avoir affaire à un film doudou, même s'il est très honnête, fait de façon honnête, un film doudou, et en même temps un film d'un bonhomme qui cherche, qui a des prétentions en tout cas autorisantes ou cinématographiques, et de rien créer, de ne rien proposer de neuf. Ce qu'il y a, c'est que là, je voudrais revenir, c'est un peu sur ma lecture de Blade Runner que j'ai exposé en début d'émission, là, sur le fait que, dans Blade Runner, le premier, c'est pas un film. Les films sont uniquement les personnages sont uniquement des enveloppes corporelles, des façades. Il n'y a pas de psychologie. Finalement, il y a une sorte de, c'est pour ça, je disais, voilà, les reproches de l'artificialité, de la superficialité des personnages de Blade Runner se tient. Les personnages sont entièrement superficiels. Ça devrait être aussi, aussi une donnée qui devrait être prise en compte dans le Blade Runner 2049. Ne pas du tout statuer sur une sorte de profondeur des personnages. Le personnage de Ryan Gosling est un répliquant. Point. On lui a influé et c'est supposé être un robot. Il n'a pas. C'est supposé être une image que l'homme se renvoie de lui-même. Lui, dès le début de 2049, le personnage de Ryan Gosling, qui est supposé normalement par programme ne pas pouvoir désobéir. Tu sais pas par quelle pirouette scénaristique d'un coup il se met à désobéir. Ça passe tout seul, il se met à désobéir, il acquiert peut-être une âme, point, ou un truc comme ça. Mais dans le premier Blade Runner, en fait, les personnages, c'est une réflexion sur les images. Voilà, c'est une réflexion sur les images, ou en tout cas de Ridley Scott, qui est un cinéaste qui n'a cessé de faire de l'imagerie. Toute la carrière après, ça a été que de l'imagerie, ça a été nul. C'était que des personnages qui étaient des enveloppes. On fera une spéciale Ridley Scott quand il va mourir. Non, mais après, voilà, il y a peut-être quelques éclats et tout ça. Cartel, par exemple, voilà, mais c'est quelqu'un qui est dans un cinéma de l'imagerie pure et dure, et le film tient parce qu'il y a des moments, il y a des éclairs où derrière cette imagerie-là va poindre une sorte de plaisir d'être en vie. Mais il y a une angoisse, il y a une vraie angoisse. Il y a une vraie angoisse, il y a une vraie mélancolie, mais une mélancolie du vide. C'est très spécial, Blade Runner. Je pense que il y a un côté miraculeux je sais que sur les DVD et Blu-ray, c'est Warner, donc ils sous-titrent jamais leurs commentaires audio, mais quand on écoute les commentaires audio de Ridley Scott, que ça soit sur Alien ou Blade Runner, c'est très drôle parce que t'as Ridley Scott qui fait que dire
Ah bah maintenant je ferais plus ça comme ça. Hein. Ah bah non, ça c'était une erreur. Je ferais jamais ça comme ça. Alors qu'il est en train de parler de scènes, c'est les meilleures scènes du film. C'est pour ça, c'est des chefs-d'œuvre presque par mégarde. Tu sais pas ce qu'il a traversé par ce moment-là, si c'est vraiment l'époque, une coordination de talent absolument hallucinante. Et c'est pareil, là on en retrouve au scénario de 2049 le scénariste original, hein, Hampton Fancher, qui avait très tôt acquis les droits du bouquin de Dick pour faire le scénario. Le film 2049 s'ouvre par la scène par laquelle devait s'ouvrir le Blade Runner original, c'est-à-dire une ferme, un mec qui rentre dans sa ferme, il y a une soupe qui bout et puis au coin dans la pénombre on devine quelqu'un et il finit par se faire dézinguer et on devine que c'est un robot. C'est devait être la scène un peu hard-boiled du premier Blade Runner. Mais c'est hallucinant parce que quand elle est écrite, elle est storyboardée cette scène, on la trouve sur internet, on la trouve sur les différents bouquins. Ça devait être une scène vraiment hardball, très rapide. Il y avait une cocotte qui bout, très cliché, film noir et compagnie. Et il y a un mec qui se fait dézinguer devant nous. Le mec, le Blade Runner tire la langue ou je sais plus quoi du bonhomme et retire une carte mère ou une puce ou je sais pas quoi. Là, telle qu'elle est filmée, bah là on est vraiment dans du Villeneuve, c'est-à-dire que ça dure 3 plombes quoi. Ça dure 3 plombes. Il y a plus aucune efficacité. La sentiment qu'il voulait faire l'intro ne sert plus à la rien. Tarantino de. Ouais, mais l'intro à la Tarantino. Tu parles de celle de Inglourious Bastard, pour moi elle est exceptionnelle. Mais là on n'a rien de ça quoi. Elle est pas du tout mise en scène cette scène-là. Il y a rien, il y a pas de tension. La cocotte qui bout, c'est l'idée de la tension parce qu'on a vu ça 10 000 fois. La cocotte qui bout, c'est presque une sorte d'allégorie du suspense. Mais là, elle n'a aucune utilité dramatique. Il y a aucune. Elle utilité. est là pour le clin d'œil peut-être de ceux qui sont au courant. Voilà, quand j'ai découvert ça, je me dis parce qu'en ayant vu le making of du Blade Runner original, de revoir exactement, je dis mais est-ce que vraiment c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est un copier-coller ou est-ce que à qui s'adresse le film? Et t'es en permanence en train de se dire tout du long à qui s'adresse ce film-là? Est-ce que c'est pour ceux qui ont toujours vécu un peu comme nous avec ce film-là en nous ou est-ce que c'est pour les générations futures? Et en tout cas il y a eu ce syndrome pour moi en tout cas de blockbuster moderne et surtout blockbuster de Marvel de se dire de sortir du film et te dire qu'est-ce que j'ai vu. Et c'était un grand vide. Et vraiment, à la sortie du film, mais dans l'instant, j'avais déjà... mais il y avait du vide. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Qu'est-ce qu'il a voulu me montrer? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et c'était un grand vide. C'est en ça que je pense que c'est pour ça que je parle aussi de Miracle sur Blade Runner, parce que je pense que si... Moi, j'ai pas fait l'effort d'aller comparer le scénario d'Hampton Fancher avec la version réécrite par David Webb Peoples, qui est donc le scénariste de Impitoyable, bien après. Mais ça se trouve, c'est clair et net que Hampton Fancher, on lui a dit tu nous fais les scénarios de la suite, comme n'importe quel scénariste, il dit moi je vais mettre dans la suite tout ce que j'ai pas pu mettre ou tout ce qu'on m'a enlevé de mon original quoi. Mais ça se trouve ce scénario-là n'était peut-être pas si bien que ça aussi, parce que ce scénario-là, effectivement, si on lit Blade Runner 2049, on dit c'est très intelligent, les questionnements sont hyper intéressants et tout ça, mais ça fait pas un film. C'est que là il la porte à ébullition finalement. Les questionnements compris dans le scénario-là sont portés vraiment à leur substantifique moelle dans le résultat final qu'est Blade Runner. Mais c'est pour ça que quand tu écoutes le commentaire audio de Ridley Scott et qu'il dit mais là ça va trop rapide, on comprend pas l'intrigue et tout, l'intrigue elle est mal tenue, mais à la limite on s'en fout. Il y a presque une logique poétique qui va se dégager de l'ensemble pour peu que ça marche, hein. Je sais que quand le film est repassé sur Arte il y a 2 jours, là, t'allais sur Twitter, tu voyais les gens qui n'avaient jamais vu Blade Runner, qui regardaient ça, ils disaient putain, c'est affreusement chiant. Ils ressentent peut-être exactement la même chose devant l'original de Blade Runner. Est-ce qu'on est passé à côté? C'est ce que je me demandais vraiment. Hein. C'est-à-dire que est-ce que celui-ci nous fait pas l'effet, mais même quand il est sorti en 82, ça a été un échec. Bon, c'était une autre version, d'accord, mais bon, c'était pas non plus complètement un autre film. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait pas cet effet à des gens de se poser les mêmes questions? Déjà, il y a 45 minutes en plus, et je pense qu'en termes d'économie de narrative, le film me paraît aller beaucoup plus rapidement. Disons que les scènes, c'est pas interminable. Enfin, ça me paraît pas. Non, mais les gens qui se font chier devant le premier Blade Runner, comment ils peuvent apprécier celui-ci? C'est évident, je peux pas comprendre. L'indicateur de trouble, pour moi en tout cas à la toute fin, c'est d'avoir découvert que c'était aussi, parmi la myriade, je crois que j'ai jamais vu autant de crédits dédiés à des producteurs, des coproducteurs, producteurs exécutifs. Vraiment, il y a je sais pas combien de personnes qui ont mis un billet sur la table ou ont eu leur mot à dire sur la prod, mais en tout cas c'est aussi produit par Bud Yorkin, qui est le producteur original de Blade Runner, et c'est
exactement lui qui a mis des bâtons dans les roues pour le final cut du Blade Runner, pour pouvoir se dire tiens non, les gens vont Ridley Scott est aussi producteur. On va rajouter une voix off pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et donc forcément, si tu as un requin d'Hollywood qui est à nouveau aux commandes d'une franchise, il a forcément son mot à dire pour pouvoir avoir, je reviens toujours comme on en parlait la semaine dernière avec des films de producteurs, à avoir la prétention d'engager un auteur, mais sous couvert de billets américains. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? N'allez pas voir ce film, c'est une merde. Non mais après je sais pas, moi je sais que j'étais désespéré quoi. Moi si je pouvais rajouter un dernier mot, c'est que il y a 5 ans on m'aurait dit il y a une suite de Blade Runner, je me suis dit c'est évident, ils vont extrapoler sur l'univers de façon geek sur l'univers visuel de Blade Runner, c'est-à-dire il va y avoir des courses en spinner, les voitures volantes, il va y avoir des combats entre réplicants, ça va être vraiment une exploitation geek qui va reprendre l'imagerie. Et ça aurait été un peu le version space opéra de Blade Runner. D'un coup on va aller dans les colonies spatiales et tout ça, tout ce qui est hors champ de Blade Runner, on va l'exploiter de façon geek, univers étendu, on reprend les trucs visuels, les flingues et tout. Et le film ne fait pas ça. Et moi, je suis sorti de la salle. Je me suis dit putain, mais j'aurais tellement préféré voir ça. J'aurais préféré voir un si mec qui serait dit putain, mais la voiture volante, c'est trop cool. On va faire des courses poursuites avec ça, parce que même la scène d'action qui a un moment quand ils arrivent au-dessus d'une décharge et le spinner se fait dégommer par des missiles, des drones ou je sais pas quoi, et il arrive avec des mecs qui vivent dans les décharges. Là, je me suis dit, j'ai presque frémi. Le geek en moi a frémi. Je me dis putain, il y a une scène d'action, ça va être cool. Elle est mise à mal directement. Voilà, c'est fini. Il y a un droïde qui dit balancer des missiles, donc c'est fini, on les voit pas. Et là, t'avais l'impression d'être dans l'autre date, le Blade Runner de 20 ans après. T'avais l'impression d'être dans le Fils de l'homme, qui est un beaucoup moins bon film à mon avis que Blade Runner, un film beaucoup moins étonnant, mais qui est un film de science-fiction qui a vécu presque un truc un peu voisin. C'est sorti dans la différence la plus totale, et c'est un film qui a irrigué après, qui va irriguer 20 ans de cinéma derrière quoi. Et là, t'avais l'impression que c'était le Fils de l'homme, parce que le film, et je pense que c'est voulu, c'est conscient ou inconscient peut-être de la part de Villeneuve, mais que une vision du futur la plus marquante qu'on ait eue en termes d'histoire de cinéma de science-fiction après Blade Runner, c'est le Fils de l'homme quoi. Je parle de termes de science-fiction crédibles. Eh ben, le mot de la fin, c'est peut-être rendez-vous dans 2-3 ans pour parler de Dune, réalisé par Villeneuve. Alors là, pareil, on va avoir droit. Mais parce que là, en plus, on parle d'un film qui lorgne vers le psychédélisme. Donc là, ça va être terrifiant. On va se quitter avant, pour tous ceux qui nous écoutent en direct ce jeudi, dans le Trégor. Alors, Jules Topoc fait une conférence sur Rocky. Ah oui, il faut parler de ça. Voulais pas faire rapidement, tu as 30 secondes. Une conférence interdite par la loi sur Rocky 1, 2, 3 et 4. Donc ça se passe dans les monts d'arrêt. Dans les monts d'arrêt, au Ouche, il faut aller à Plounéon-Ménez et vous saurez très bien trouver, parce que c'est un bled qui doit avoir 400 habitants. Donc dès que vous voyez un petit peu de lumière, à l'image de Los Angeles, des ballons de baudruche avec des petits fléchés et tout ça. Si vous avez vous voulez des informations, envoyez-nous un mail et nous essaierons de vous répondre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Sortir juste un petit mot sur le blind test. Ah oui, pardon. Qui a lieu mercredi prochain. On fait un blind test aussi mercredi prochain, le 18, donc au 1988 Club. Donc c'est pour l'ouverture du festival Court-Métrange. C'est bien évidemment gratuit. Il y aura bien évidemment beaucoup de cadeaux à gagner, et vous venez en équipe ou même tout seul. On vous trouvera des gens pour faire des équipes qui sont de 5 personnes. 10 personnes, ça fait 2 équipes, vous pouvez être jusqu'à 9 dans une équipe. Ça sera donc évidemment ouvert à tous, et même ceux qui sont très mauvais au blind test, puisque tout le monde peut gagner. Des DVD Carlotta, un Blu-ray de Terminator 2, des pots de Mel Gibson, des places pour l'étrange, laissez bronzer les cadavres. Voilà. Donc venez, donc c'est le 18, mercredi 18 à partir de 20h, 21h même, au 1988 Club. Et venez à 20h. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous, donc Antonin et Jules, d'avoir participé à cette émission. On se quitte bien évidemment avec un dernier extrait du Blade Runner de Ridley Scott, et on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off Shoulder of Orion.
I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.